Bonsoir à tous. À l'occasion du Nouvel An éthiopien célébré il y a un mois tout juste, le 12 septembre, on porte à nouveau notre attention sur l'un des berceaux du christianisme, cette région troublée où un nouveau conflit frappe depuis cet été, l'Amhara, région du nord. À côté de l'Amhara, dans le Tigré, c'est tout un peuple qui est traumatisé. Malgré une trêve depuis novembre 2022, l'ouest de la région reste sous le contrôle de l'armée érythréenne et de milices. L'accès des médias au Tigré reste limité, d'où le peu d'informations disponibles. Benoît Karadje, chargé de mission de l'œuvre d'Orient pour l'Éthiopie, a pu s'y rendre ces jours-ci. Il va nous raconter. Mais pour commencer, quelques repères. L'Éthiopie se trouve dans la corne de l'Afrique. Ce pays est frontalier avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Kenya et le Soudan. Sa population est d'environ 120 millions d'habitants, sa capitale Addis-Abeba. Sur le plan religieux, les chrétiens y sont majoritaires, autour de 63%, parmi eux environ 0,7% de catholiques. C'est au XIXe siècle que l'évangélisation s'est faite avec la venue de missionnaires français et italiens. Les musulmans sont autour de 34% et les animistes 2,5% avec 0,5% pour les autres religions. Tout de suite, je retrouve notre invité. Benoît Karadje, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission de l'œuvre d'Orient pour l'Éthiopie dont vous revenez. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous avez observé sur le terrain, j'ai une question un peu plus large. C'est un pays que vous connaissez très bien. Quel climat avez-vous observé? Dans quel état d'esprit sont les Éthiopiens aujourd'hui? Bonsoir tout d'abord. Quand on a eu la chance d'aller, comme vous le dites, donc en Éthiopie, dans différentes, au Tigré et également dans d'autres régions, ce qui nous a frappé surtout, c'est quand même une certaine inquiétude des gens. Voire chez certains pessimistes, surtout quand on rencontre les gens au Tigré qui, un an après les accords de Pretoria, sont très inquiets car ils estiment que le gouvernement n'est pas allé encore au bout de ces accords. Et de manière plus générale, quand on voit en effet l'instabilité qui s'est développée dans les autres régions, que ce soit en région Amhara, vous l'avez dit, mais également dans d'autres régions Omoro, il y a une certaine inquiétude qui se développe et une certaine dégradation qui est claire, une dégradation au niveau du pays. Alors on en vient à ce conflit qui frappe justement la région d'Amhara dans le nord du pays, qui est en proie à des affrontements entre l'armée éthiopienne et la milice régionale Fano. Que vit la population sur place et quel soutien de l'Église? On écoute l'évêque de l'éparchie de Bayer Dardessi, à laquelle est rattachée la région d'Amhara, joint par Jean-Baptiste Connolly. Everybody is locked into his room. That's why, especially those people who are living on their daily income, that they are the ones who are more suffering. But I think we religious leaders, because we teach our people to share, please share. And then each parish priest has to help people there. So he may not be able to bring in food because of the road block, but he consoles them, he advises them, he encourages them, and in fact he becomes like testimony for the others, and by being among them. On perçoit, Benoît Karadje, le rôle important aussi de ces prêtres. C'est un vrai soutien? Oui, tout à fait, que ce soit donc en région Amhara, comme Monseigneur Lézéno Christo le dit, que ce soit au Tigré également, on voit en effet que les leaders religieux, comme c'est le terme qu'ils emploient, et donc tous les prêtres ont un grand rôle à jouer, parce que c'est quand même sur le terrain, ils ont un rôle également social et civil, et donc ils sont très suivis. Alors racontez-nous peut-être ce contexte de ce conflit en Amhara. Alors, la région Amhara est une grande région qui est vraiment le cœur de l'Éthiopie ancienne. Il ne faut jamais oublier cela. Et il s'avère qu'au mois d'avril dernier, le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé que les forces régionales qui étaient dans les différents États devaient être intégrées au sein de l'armée fédérale. Alors, pour rappel, juste, l'Éthiopie, c'est un système fédéral avec 11 États, et chaque État a depuis très longtemps des forces armées, de police, des forces spéciales, etc. Donc, Abiy Ahmed a voulu les réintégrer, et certaines régions, comme la région Amhara, s'y opposent. Mais
Ça, c'est le raison? premier niveau. C'est le premier niveau d'explication, mais derrière, il y a une autre raison beaucoup plus fondamentale. C'est que la région Amhara a été, et les forces armées de la région Amhara et les milices Fano dont on parle, ont été d'un appui très important aux forces fédérales et au gouvernement fédéral lors de la guerre du Tigré qui s'est terminée il y a juste un an. Et si on se souvient, cette guerre a été gagnée par les forces fédérales alliées aux milices Fano, donc de la région Amhara, ainsi qu'aux troupes érythréennes. Pourquoi ce retournement alors? Et alors, ce retournement, on peut penser que la raison, elle est liée justement au problème du Tigré. Le Tigré, donc, le conflit s'est arrêté il y a bientôt un an, et dans les accords qui ont été signés, il était prévu que toute une partie de l'ouest du Tigré, ainsi qu'au nord du Tigré, son sort serait de nouveau discuté, car aujourd'hui, ces territoires sont occupés principalement d'une part par les forces érythréennes dans le nord du pays et puis par ces milices Fano. Et quels sont les intérêts en fait de ces milices Alors ces milices Fano, elles revendiquent toute cette région qu'on appelle le Wolkaïd, donc tout le Tigré occidental, qui est une région très très riche, donc qui est très importante quand même pour l'Éthiopie. Et ils revendiquent ce territoire comme étant un territoire Amhara. Et ils disent les Tigréens nous l'ont pris il y a 30 ou 40 ans. Et donc les milices Fano le contrôlent complètement. Et donc, du coup, refusent d'être désarmés, intégrés aux forces fédérales, car du coup, de manière automatique, ça serait le gouvernement fédéral qui prendrait le contrôle du Tigré occidental et qui pourrait à ce moment-là mieux discuter avec les Tigréens. Alors ça nous aide à mieux comprendre effectivement la complexité de ces différentes zones et ces différents conflits qui agitent le pays depuis longtemps. On a envie de comprendre maintenant précisément aussi comment évolue la situation au Tigré, le Tigré que vous connaissez et vous y étiez il y a peu, vous y avez passé plusieurs jours. Avant de vous entendre, on va se poser la question j'allais dire du terrain très concret. Et je vais juste resituer très brièvement, vous le parliez de cette trêve établie en novembre 2022. Donc la situation, vous nous l'aviez déjà dit depuis 2020, puisqu'on suit ce conflit. Depuis 3 ans. La situation est difficile. La population et les communautés chrétiennes peuvent être sans doute isolées. Alors ça, c'est ce qu'on a entendu ces derniers temps. Vous en revenez. Dites-nous très précisément aujourd'hui de ce que vous avez observé, ce que vous avez pu observer. Et ces informations-là, elles sont précieuses. Comme je le disais, on a peu accès à des informations de terrain. Que vit la population? Est-ce qu'il y a encore des combats? Alors peut-être dans la zone ouest ou pas, je ne sais pas, mais dites-nous précisément. Alors, ce qu'on peut dire, donc, nous avons passé quelques jours effectivement au Tigré, donc dans le nord du Tigré et puis dans le sud du Tigré. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, depuis les accords de Pretoria, les combats ont cessé. Ça, je crois que tout le monde est d'accord pour dire là-dessus. Par contre, tous les gens que nous rencontrons ont fait preuve vraiment d'une très grande inquiétude en disant, en effet, ces accords ont été signés il y a un an, mais on ne va pas au bout, et donc ils craignent un retour des combats. La situation, elle est qu'on a, d'une part, on a un nombre important, très important de gens qui sont déplacés. Car, comme je le disais tout à l'heure, la partie occidentale du Tigré est occupée par les forces Fano. Et du coup, tous les Tigréens qui vivaient dans cette région sont partis. Oui. Et aujourd'hui, vous avez à peu près 1,2 million de personnes, soit 20% de la population du Tigré, qui sont ce qu'on appelle des déplacés, qui vivent dans des camps, sous des tentes, dans des camps organisés par l'ONU. Vous en avez vu Alors, on en a vu aussi bien à Adigrat, donc dans le nord, là où il y a l'évêché, et également près de Mekele, la capitale. Comment est-ce qu'ils vivent ? Alors, ils sont aidés, donc c'est géré pour la plupart sous le contrôle de l'ONU. Il y a des aides ponctuelles, mais à côté de ça, l'Église catholique est présente dans la mesure de ses moyens, et c'est ce qu'on a vu à Adigrat, où le camp, qui n'est pas un immense camp, mais est géré en partie par l'organisme de l'ONU qui s'occupe des migrants, et d'autre part par l'évêché. Donc, on a cette situation des migrants. Après, les gens... certes, en effet, quand vous êtes dans les villes, vous avez l'impression que c'est une vie normale qui s'y découle. Et quand vous discutez avec les gens, tout le monde vous dit, mais non, en fait, la vie économique a été arrêtée. Là, elle n'a pas repris encore, la vie économique. Les salaires n'ont pas été payés de tous les fonctionnaires. Ouais. Ça redémarre maintenant. Et se pose le problème
de l'alimentation, de la nourriture. Et c'est un énorme problème aujourd'hui, car le Tigré a toujours vécu avec l'aide internationale, parce que c'est un pays quand même qui est très sec, aride, et qui a besoin d'aide internationale, organisée par l'ONU, mais où le premier pourvoyeur d'aide sont les États-Unis. Et depuis mai ou juin de cette année, les États-Unis ont décidé d'arrêter cette aide pour des raisons politiques et parce qu'ils exigent que les destinataires de cette aide soient décidés par les ONG qui sont présentes sur place, alors que c'est décidé par les fonctionnaires du gouvernement. Et donc les États-Unis ont dit que tant que ceci n'a pas changé, nous ne fournissons plus d'aide. Il y a des détournements, c'est ce qu'on avait entendu. Voilà. Donc ce problème n'est pas résolu. Oui. L'aide est bloquée. Et tout le monde nous dit, effectivement, qu'il y a un certain nombre de personnes qui meurent de faim encore aujourd'hui. On nous a cité le chiffre de 1400 personnes dans le dernier mois. Donc ça, c'est un des problèmes. Et puis vous avez encore, après derrière, un autre problème, c'est que l'économie n'a pas redémarré et les écoles sont en train de redémarrer. Et donc il y a un enjeu énorme au niveau des écoles, car les enfants, pendant 3 ans, ne sont pas allés à l'école. Vous avez eu 1 an de Covid, derrière 2 ans de guerre, on arrive à fin 2022, fin de la guerre. Les écoles ont repris, essayé de reprendre au mois d'avril 2023, et uniquement 1/3 des élèves sont allés à l'école. La rentrée scolaire se fait début octobre, et voilà, il y a un double enjeu, c'est que d'une part, il faut que les élèves reviennent à l'école, ce qui n'est pas du tout acquis. Je veux dire, aujourd'hui, tous ces élèves ont vécu la guerre, ils ont été traumatisés, etc. Le retour n'est pas facile. Et pour ceux qui vont revenir, il va falloir donc rentrer dans un programme d'accélération pour compenser les 3 ans perdus. D'où un défi immense. Donc, voilà. Il y a aussi des traumatismes. On a entendu parler de phénomènes de viol comme arme de guerre. Dites-nous, est-ce que vous avez eu des échos sur ces situations traumatisantes aussi psychologiques? Oui. Donc c'est tout le monde. Je ne veux pas dire que tout le monde en parle, mais on sent bien que c'est un sujet qui est vraiment un des soucis majeurs de la population. En tous les cas, tous les gens que nous avons rencontrés. Le Tigré, donc ça a. Pendant cette guerre, il y a eu de très très nombreuses exactions, que ce soit des massacres de civils, des viols. Et on estime grosso modo, alors ça, il faut rester prudent avec les chiffres, mais on estime qu'il y a eu 600 000 morts dans cette guerre. Voilà. Alors que ce soit des soldats des deux côtés, que ce soit tous les massacres de civils, il y a eu quand même plusieurs massacres de civils par centaines, et puis également tous ceux qui sont morts des conséquences de la guerre, et en particulier qui sont morts de faim. Donc tous ces traumatismes qu'il y a eu ont marqué tout le monde, que ce soit, je veux dire, l'évêque que nous avons rencontré, que ce soit les prêtres, les professeurs et les élèves. Et donc, c'est un des défis des écoles, c'est en redémarrant, de pouvoir fournir aux professeurs, au staff des écoles, mais également aux élèves, tout un support, on va dire, psychologique, post-traumatique, pour les aider à évacuer tout ça. Et nous, Œuvre d'Orient, nous avons financé quelques programmes là-dessus et nous continuerons sûrement de le faire. Oui, donc ça, c'est un réel problème. Et alors, justement, vous disiez que vous avez rencontré l'évêque d'Adigrat, Monseigneur Médine. C'est une voix qu'on a entendue au fil de ces années de conflits. Qu'est-ce qu'il vous a dit, là, aujourd'hui, et notamment ce qui se passe pour les communautés chrétiennes? Alors, Monseigneur Médine est un homme absolument très, très impressionnant, qui est resté au Tigré pendant toute la guerre, qui y est encore, et qui a pris des positions très dures, très très dures sur la guerre, et qui a pris lui-même des risques personnels, à titre personnel. Donc c'est quelqu'un de très respecté, même plus que respecté par toutes les communautés catholiques. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas en paix. Il n'est pas en paix parce que la région où il est n'a pas retrouvé la paix. Et il est très remonté, effectivement, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai parlé du problème de la faim, de la problème des exactions des droits de l'homme. Il est excessivement remonté sur ces sujets. Et il est d'autant plus remonté qu'il n'a pas accès à la totalité de son diocèse. Son diocèse est très grand. Et il a, juste pour donner 2 chiffres, il a... Dans son éparchie, dans son diocèse, il y a une 50aine d'écoles. Eh bien, aujourd'hui, il y en a 12 ou 14 qui ne sont pas accessibles. Soit parce qu'elles sont occupées par des forces érythréennes, dans le nord du Tigré, ou bien car elles sont occupées par les déplacés dont je parlais, et certaines écoles ont été réquisitionnées pour ça. Voilà. Et deuxièmement, au niveau des paroisses,
il a 34 paroisses. Et il y a le tiers des paroisses qui ne sont pas accessibles, pour la plupart, parce qu'elles sont dans des zones qui sont contrôlées par les forces érythréennes. Et donc lui dit, j'ai un tiers, pour faire simple, un tiers de mon diocèse, je n'y ai pas accès. Donc la guerre n'est pas finie. Et je n'y ai pas accès, et j'ai même des prêtres, il m'a cité le chiffre de 6 prêtres, dont il est coupé complètement. Donc il est excessivement frustré, il est encore coincé dans Adigrat, la ville de son éparchie. Il ne peut pas bouger, lui. Il bouge très très peu et a pris l'engagement qu'il ne sortirait pas du Tigré tant que tout ne sera pas libéré. C'est un acte politique aussi. Oui. Alors on va aussi bien sûr parler d'espérance. Alors que les Éthiopiens ont fêté les 27 et 28 septembre Meskel, en français la fête de la vraie croix. On va justement voir quelques images qui ont été tournées sur place par le service jésuite des réfugiés, que je remercie. Cette fête, elle est célébrée depuis plus de 1100 ans en Éthiopie. Elle commémore la découverte de la vraie croix par l'impératrice Hélène. Elle est très suivie par les chrétiens orthodoxes, mais aussi catholiques, et peut-être les autres aussi. Et l'Église latine, je précise, fête cette fête-là de la Croix glorieuse le 14 septembre. Alors on va parler justement de ce rôle que peut jouer l'Église au service de la paix, et justement avec cette démarche, l'Église catholique éthiopienne qui a entamé un chemin en faveur de la paix. En septembre, durant 4 jours, des représentants des 13 diocèses du pays, parmi lesquels des évêques, des coordinateurs pastoraux, des représentants de justice et paix, mais aussi des religieuses, se sont réunis à Addis-Abeba pour réfléchir au rôle que peut jouer l'Église en faveur de la stabilité du pays. On écoute à ce sujet le père Teshom Fikr, qui est secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques d'Éthiopie. So we have invited representatives of dioceses from all of the dioceses. And the church should play her prophetic role in promoting peace, dialogue, and reconciliation. So because of this situation, the church needs to see herself, to really understand what capacities she has, what possibilities we have at hand, what is our mission, and how can we respond to what happened to the past, what's happening today, and what can the church contribute that peace prevails in this country. Une réaction, Benoît Karadjé. C'est un process qui semble un peu au démarrage, j'allais dire. Et c'est l'Église catholique, mais qui n'est pas là associée aux orthodoxes. Il faut que tous les chrétiens puissent travailler ensemble. Ça ne se fera pas les uns sans les autres, j'allais dire. Oui, alors je crois que ce qu'on peut dire, c'est que d'une part sur l'Église catholique, même si elle est complètement minoritaire, vous avez rappelé les chiffres de 0,7 à 1% de la population, donc c'est rien. Par contre, elle est excessivement visible. Elle est visible partout parce qu'elle est, après l'État, le premier pourvoyeur d'œuvres sociales dans ce pays, que ce soit au niveau agricole, éducation, etc. Donc elle est excessivement visible. Et donc, elle joue socialement déjà un rôle très important. Et deuxièmement, elle est la culture du pays fait que ce qui est religieux est respecté. Et je pense que c'est important. Et certains, et donc tous ce qu'ils appellent les leaders religieux ont un rôle à jouer très important. Donc l'Église le fait. Elle a un grand plan stratégique sur plusieurs années. Elle a entamé toutes ces démarches qui existaient déjà partiellement avant. C'est de travailler au niveau local pour des processus de réconciliation, des processus de justice et paix localement, dans les paroisses et parfois du reste en liaison avec d'autres communautés, des orthodoxes voire des musulmans. Donc ça, c'est un travail de terrain, j'allais dire, très concret, de pardon mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ce travail local ? Ça veut dire effectivement de résolution de conflits locaux. Ça, on nous a cité plusieurs cas, mais même bien avant la guerre au Tigré. C'est quand même quelque chose qui existe. Et puis, en cas, en effet, de conflits, de différends, voire d'essayer de régler ces problèmes-là. Et on peut espérer qu'à un niveau plus élevé, au niveau national, en effet, quelque chose de similaire puisse jouer. Certains de nos interlocuteurs, quand nous étions au Tigré, nous ont dit il y a une chose qui n'a pas marché juste avant le début de la guerre, c'est que les leaders religieux n'ont pas, pour différentes raisons, pu être ensemble pour faire une démarche auprès du pouvoir politique pour essayer de résoudre la paix. À ce sujet, je voulais avoir votre avis sur ce point-là. Donc le cardinal Sourafiel d'Addis Abeba faisait
partie de cette commission de réconciliation qui avait été mise en place par le pouvoir. Il n'en fait plus partie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est une forme d'aveu de non-succès, entre guillemets? Je crois que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que cette commission qui s'appelait Commission de réconciliation et de paix, qui avait été mandatée ou nommée même par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, hein, donc avant toutes ces périodes troublées. Et car un des principaux défis d'Abiy Ahmed quand il est arrivé au pouvoir, justement, c'était de réunir tout le pays. Et conscient de cela, il a dit je crée cette commission qui va travailler sur ces sujets. Et il a nommé le cardinal Sceaux Raphaël président de cette commission. Oui, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Et après, vous avez eu le déclenchement de la guerre. Et donc, à la fin de la guerre, cette commission a été dissoute. Donc, elle n'existe plus. Et une autre commission a été mise en place, là, dont il faudra attendre les résultats, qui est donc une commission je ne me souviens plus du terme exact, mais pour le dialogue national. Et dans lequel il y a une quinzaine de membres et qui a été lancé il y a quelques mois. Et là, le cardinal n'y est pas, les religieux n'y sont pas. Donc les religieux n'y sont pas, d'accord. Voilà. Ce qui aussi. C'est deux choses différentes. Ouais. Et là, je veux dire, il a créé une autre commission compte tenu du contexte politique du pays. En tout cas, ce que vous dites, c'est que le rôle des religieux, est-ce que ce sera déterminant pour arriver à la paix ou pas? Non, je pense que c'est important. Ouais. C'est sûrement un des moyens de faciliter, mais ça sera. Après, il y a bien d'autres conditions qui vont être nécessaires. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, on sait qu'on n'y est pas encore, cette paix, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, déjà, pourraient faire avancer le processus? Je pense que dans le processus de paix, ce que tout le monde dit aussi, c'est qu'il y a un besoin de réconciliation et de reconnaissance des fautes. Et ça concourt un peu à l'esprit, du moins au respect de tout ce qui est religieux. Et donc les gens disent, il faut une des étapes, il faut que le politique il le veuille, qu'il y ait cette discussion et cette reconnaissance de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, on fait référence aux exactions. De vérité, voilà. de justice. Donc un travail là-dessus. Et qu'il y ait donc en effet le concours de tous les hommes de bonne volonté, donc les religieux. Tout le monde parle également de l'importance au sein de la société éthiopienne, sont appelés les elders, donc toutes les personnes un peu sages, un peu plus âgées que les autres. Hein. Et puis après, il y a des sujets qui devront être abordés, comme l'aspect constitutionnel, parce qu'on a aujourd'hui une opposition entre différentes tribus. On peut se poser la question si la Constitution, n'a pas un rôle un peu, une des raisons n'est pas dans la Constitution, et que si celle-ci ne doit pas évoluer. Ça, c'est un sujet. Voilà. Merci beaucoup Benoît Karadjé, chargé de mission de l'œuvre d'Orient pour l'Éthiopie. Merci d'être venu nous apporter cet éclairage actualisé de terrain sur la situation sur place. Évidemment, on va continuer à suivre. Et bien, avant de nous quitter, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons vous parler d'une personne qui est une personne de référence dans l'église du Tchad, tout comme celle dans l'église de la France. Il s'agit de la sœur Geneviève Bouvoyen. Cette femme a été parmi les premières religieuses du Sacré-Cœur à venir au Tchad. Elle a fondé le lycée Sacré-Cœur de N'Djamena. Elle a travaillé 30 ans comme directrice de ce lycée. C'est une femme ferme, on dirait la dame d'Afrique ou la dame de fer, notre Marguerite Thatcher au Tchad, dans le domaine de l'église. Elle a formé beaucoup de cadres tchadiens qui sont aujourd'hui au service de la nation tchadienne. Qu'est-ce que nous dirons de cette femme? Une femme ferme, une femme qui aime Dieu, une femme qui fait son travail avec sa tête et son cœur, une femme qui s'est mise au service de l'amour universel. Oui, elle a pris sa retraite et elle s'est retirée à Lyon dans une maison de personnes âgées. Et cette étoile, qui est Geneviève Bouvoyen, s'est éteinte le 8 octobre dernier. Elle reste modèle pour l'église de la France, tout comme l'église du Tchad. Ce que nous retenons d'elle, c'est une femme de foi, de générosité, d'amour et qui a tout donné pour former des cadres tchadiens. Et dans ce sens, nous nous devons reconnaissance. L'église du Tchad célèbre aujourd'hui la résurrection au nom de cette femme de Dieu. Merci sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux, mais aussi sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.